Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu d'éco-débat, réflexion autour du nouveau modèle de développement. Voici les titres. Depuis que le souverain a appelé à un débat national sur le modèle de développement, les acteurs politiques, académiques et quelquefois économiques ne savent plus sur quel pied danser ni à quel sein se vouer. Pourtant, la péremption du modèle actuel n'est plus à démontrer. Le premier signal royal de remise en question du dit modèle remonte au 20 août 2014. Sa Majesté le roi Mohamed VI avait alors affirmé que le modèle de développement économique avait atteint son niveau de maturité. Et c'était là le premier appel et le diagnostic fut clair et net. Il faut valoriser le capital humain pour exclure l'option d'un Maroc à deux vitesses. Et en termes de vélocité, la réactivité des forces vives du royaume est lente à la détente. 3 ans plus tard, l'appel est plus pressant et je dirais même plus ciblé. Pour le souverain, les priorités sont claires et nous n'avons pas besoin de davantage de diagnostic. Pour lui toujours, il faut à présent trouver des solutions pratiques et pragmatiques aux vrais problèmes des Marocains, notamment un modèle de développement qui profite à tous, surtout aux 2/3 de la population, nommément les jeunes. 365 jours plus tard, au vu des propositions qui fusent, mais sans toutefois un consensus national, le souverain prend les devants encore une fois et confie à une commission ad hoc la responsabilité de collecter, d'agencer et surtout de structurer les contributions relatives au nouveau modèle de développement national et ainsi élaborer les conclusions. Des conclusions devant répondre à des urgences multidimensionnelles. Car pour terminer, n'oublions pas que repenser un modèle de développement n'est pas propre au royaume du Maroc. C'est aujourd'hui une quête et une requête globalisée où les citoyens ont leur mot à dire. Encore faut-il que leur mot, MAUX, ne soit pas biaisé par une certaine conception de populisme. Pour animer le débat et pousser la réflexion, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau d'éco-débat Youssef Nasseri, expert en entrepreneuriat, membre du Centre Jeunes et Dirigeants. Monsieur Nasseri, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Également sur le plateau d'éco-débat aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Mohamed Karim. Vous êtes donc professeur de l'enseignement supérieur à l'université Mohamed V de Rabat. Bonsoir et bienvenue à vous aussi. Merci, c'est un plaisir de partager. Et pour la deuxième fois, pour pousser la réflexion sur ce modèle de développement sur ce plateau d'éco-débat, j'ai le plaisir de recevoir Driss Essaoui. Bonsoir Sidriss, et encore une fois, la réflexion sur ce modèle de développement, n'est-ce pas? Bien sûr. Et on ne fait pas assez de revenir à l'ouvrage à chaque fois. C'est une réflexion de fond et c'est surtout une manière de faire pousser un peu les limites du confort que nous avions. L'appel est venu du souverain, le roi Mohamed VI, qui a posé ce problème. Pourquoi? Au vu d'un certain nombre d'indicateurs. Nous avons une classe moyenne qui a été érodée, parce qu'on a essayé de la construire pendant plusieurs années avec un certain nombre d'outils. Aujourd'hui, cette classe moyenne, elle vit des situations assez compliquées. Elle ne joue plus son rôle tampon entre le haut et le bas de la pyramide. Nous avons également un problème d'essoufflement des choix que nous avons faits. On a toujours dit le Maroc est un pays à vocation agricole. On a fait ce qu'il fallait pour l'agriculture. On a fait d'autres choix pour un certain nombre d'industries de substitution à l'importation, des industries de transformation qui elles-mêmes, sous l'impact de la concurrence internationale, ont montré leurs limites. Je pense ici au textile et d'autres industries sur lesquelles nos avantages comparatifs se sont révélés assez éphémères. Et il y a également donc, tout ce qui a été conduit comme politique macroéconomique, politique publique, qui, certes, nous avons obtenu un certain nombre de fondamentaux des équilibres qui sont maintenus aujourd'hui en termes de politique monétaire, gestion de l'inflation. Les équilibres macroéconomiques de manière générale. Ils sont maintenus, il y a une résilience. Mais cela ne suffit pas. Alors justement, c'est cela. Quelles sont les limites aujourd'hui de ce modèle de développement, messieurs? Vous en avez cité quelques-uns. Et vous avez justement parlé de limites. Alors, juste pour planter le décor et peut-être rappeler aussi à nos téléspectateurs, si on parle d'un modèle de développement révolu, quelles en sont les limites? Alors, donc, je reviens effectivement, à mon avis, l'appel Sa Majesté le Roi est venu à point nommé. On en a besoin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a gagné une chose très importante, c'est qu'il y a une prise de conscience généralisée de tout le monde, comme quoi il faut réviser le modèle économique, réviser les politiques publiques, une révision générale. Au début, je me rappelle déjà en fin 2009, je me suis aventuré, j'ai rédigé un papier comme ça, une aventure scientifique,
que j'ai mis au Parlement, effectivement, pour dire au ministre et au gouvernement à l'époque 2009 que la demande intérieure qui constitue un des moteurs de croissance, un jour, va arriver à la limite. Donc on ne peut pas continuer par la demande intérieure, c'est-à-dire la consommation. Donc aujourd'hui, la consommation est une limite de ce modèle de développement? Oui, effectivement, il y a deux choses, il y a deux blocages où on est arrivé. La consommation, la demande intérieure ne permet que d'avoir 3 points du PIB. Nous, on a besoin. Pourquoi? Nous, on a besoin de 6 points. Oui, mais pourquoi cette demande intérieure C'est ne le satisfait résultat, plus? si vous permettez juste un rappel. Le rétrécissement de la demande intérieure est une conséquence logique des programmes d'ajustement que le Maroc a vécu durant les années 80, une gestion restrictive de la demande intérieure, qu'elle soit la consommation privée, consommation publique, ça vous le savez, certainement c'était dans votre papier. Moi, ce que j'ai aimé dire que déjà en 2009-2010, on écrivait que la demande intérieure va générer des problèmes structurels pour l'économie. Pourquoi? Parce qu'on va consommer assez, consommation des ménages et de l'État, qui importe aussi. On consomme des produits qu'on ne produit pas. C'est cela. Balance commerciale déficitaire, les réserves de change se réduisent, masse monétaire se rétrécit, liquidité bancaire, il n'y a pas. Déjà en 2011-2012, il y avait un assèchement énorme de liquidité. Et le souverain, il a sauvé la face à travers la coopération du Conseil du Golfe pour pouvoir financer. Alors, il y a cette limite-là de la demande intérieure, parce que la demande ne permet d'avoir que 3 points du PIB. On a besoin de 6% pour résorber les problèmes de chômage et d'emploi, d'où on peut avoir les 3%, les 3 points qui restent. Alors, de l'autre côté, du côté production, les investissements faits, c'était vraiment un bon pilier. L'investissement qui s'accumule devient du capital. Et aujourd'hui, avec des taux de croissance modérés de 3,2% en 2018 et 2,9% en 2019, ce sont des taux modérés, mais qui sont tirés par le capital et l'investissement. C'est très bien, mais on est arrivé à un blocage encore sur ça. Pourquoi? Parce que même d'après la littérature économique, les investissements qui s'accumulent pour du capital, à un moment, ils vont stagner. La production ne serait pas. Donc il faudrait chercher d'autres moteurs de croissance. Tout à l'heure, je vais revenir sur ça pour le développer. C'est sûr, mais je veux tout d'abord qu'on parle d'un état des lieux actuel et puis on verra notamment vos recommandations, la réflexion sur comment finalement ranger les choses. Mohamed Karim du CJD, du Centre Youssef Nasseri. Pardon, Youssef Nasseri. Je dirais d'abord, vous avez bien fait de rappeler que l'état actuel des choses, c'est qu'on parle d'un modèle économique qui n'a pas donné ses fruits. Mais à mon avis, est-ce qu'on a pris assez le temps de s'asseoir et de dire quel modèle économique on avait et qui n'a pas réussi? Parce que le problème du Maroc aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'à mon avis, il y a plusieurs modèles économiques. On avait dit que le Maroc, c'est à vocation agricole, comme ça a été cité par mon ami. Mais cette agriculture, malgré les programmes qui sont mis en place, elle reste dépendante à plus de 90% des saisons de pluie. Donc, de quel modèle on veut parler? Et à mon avis, la question, ce n'est pas question de consommation intérieure qui a baissé, mais beaucoup plus, on consomme ce que nous ne produisons pas, parce qu'on sait que la consommation intérieure, elle est le résultat d'une économie prospère, et elle est le résultat d'un taux de chômage qui est bas, et elle est le résultat d'une classe moyenne prospère. Alors que cette classe moyenne, on l'a quelque part détruite. On a essayé de la construire, mais aujourd'hui, elle est détruite. On n'a pas encore arrivé à avoir une classe moyenne qui tire vers le haut cette consommation intérieure. Elle est alourdie par les crédits, elle est alourdie par mais les crédits, c'est pour la consommation, encore une fois. Donc là, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, mais elle n'est pas fermée. Elle n'est pas fermée du fait que quand on est surendetté, donc c'est un problème de surendettement. Surendettement, exactement. C'est un problème de surendettement parce que l'économie ne suit pas. Notre économie, elle a un taux de croissance aujourd'hui, on dit qu'il est entre 2,5 à 3%. Ce n'est pas assez pour encourager cette croissance, cette consommation intérieure. D'autre part, on importe beaucoup plus ce qu'on exporte. Notre balance commerciale, elle est vous rejoignez déficitaire. ce qui a été dit par Mohamed Karim dans sa réflexion. Alors, il faudrait peut-être qu'on fasse... parce qu'il y a un amalgame entre modèle de croissance et modèle de développement. Absolument, ça c'est là. C'est classique. C'est la question éternelle. Parce que là, on parle de croissance. C'est effectivement, madame, si vous permettez. En fait, ça c'est véritablement un débat qu'on avait quand on était à l'université pour dire
taux de croissance, taux de développement qui sont complètement différents. En fait, ce sont deux logiques complètement différentes. Quand on est sur une réflexion sur la croissance, il y a un certain nombre de moteurs qui peuvent être actionnés pour avoir de la croissance annuelle, etc. Quand est-ce qu'elle se transforme en développement? C'est quand on agit sur les structures, quand on façonne l'économie d'un pays pour en faire un pays industriel, un pays manufacturier, etc. Exactement. Alors, revenons par exemple sur ce qui a été fait, les limites, les vraies limites. D'abord, on a un système d'éducation et de formation dont le rendement externe et le rendement interne sont défaillants. Et il y a de grosses réflexions qui sont menées jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a même des politiques complètement stériles sur le plan, on va dire, politique, sur ce que devrait être l'enseignement et l'éducation. Quand vous dites politique stérile, vous parlez des plans d'urgence qui ont été non, le plan d'urgence en lui-même. Si on regarde la matrice de base, ce plan d'urgence, finalement. Non, il a consommé quelque chose comme 43 milliards, autant plus 12 de milliards l'ancien ministre. Voilà. Mais le problème, il y a une évaluation qui a été faite par le Conseil supérieur de l'éducation et de la recherche scientifique. Il y a une unité d'évaluation qui a fait un travail très précis, très scientifique, montrant que la matrice de base du plan d'urgence était bonne, c'est-à-dire comment orienter la formation, parce qu'en fait, elle vient après des années et des années. Pourquoi? Parce il y a eu des tentatives de réforme du système éducatif qui n'ont jamais réussi. Sur la question des langues d'apprentissage, sur les filières à introduire, sur comment faire le dosage entre ce qui est littéraire, ce qui est scientifique, surtout sur les filières et comment on réalise l'intégration. Le plan d'urgence a amené une réflexion à son époque qui était bonne. Mais le problème, c'est la gouvernance de cette réforme qui était très mauvaise. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas une évaluation concrète et réelle pour dire on a mis 43 milliards en principe. Quand on se rappelle les pays qui sont sortis après la Deuxième Guerre mondiale, je vais prendre par exemple les pays d'Asie du Sud-Est. Nous allons y revenir. Non, rapidement. On va parler de ces pays, on va pas parler que de ces pays. Juste une idée. Oui. Quand on investit $1 sur une réforme, il doit être fructifié par 15 ou 20. Ce qui n'est pas le cas dans cette réforme. De l'éducation. Donc là, on parle éducation. Alors, peut-être quelque chose à rajouter, Mohamed Karim? Merci de soulever la remarque, parce qu'effectivement, il y a une différence entre un modèle de croissance, un modèle économique et un modèle de développement. C'est ça. Mais ce qu'il faut savoir, même la Banque mondiale aujourd'hui, le mémorandum de 2017, croyez-moi, si vous l'avez lu, vous allez voir qu'ils étaient cadrés par un modèle de croissance qui est universel, connu, il n'y a pas de nouveauté sur ça. C'est le modèle, s'il s'agit d'un modèle de demande, c'est un modèle post-néo-keynésien. S'il s'agit d'un modèle de l'offre à moyen long terme, c'est un modèle post-néolibéral. Et donc, dans les enseignements que la Banque mondiale a donnés pour le Maroc comme issue pour instaurer un nouveau modèle de développement, ils sont cadrés, ils sont restés respectueux d'un modèle de croissance. C'est dire que, je résume, que le modèle de croissance est le cœur, il est un socle, il est universel, il est inchangé, et puis on va introduire la cosmétique. La cosmétique, c'est aller élargir plus en avant pour introduire les spécificités du pays. Alors, tous les pays au monde aujourd'hui, ils se mettent d'accord sur ces principes-là, qui sont une croissance qui va être... Du côté de l'offre, je parle, pas la demande, on oublie la demande, il a joué son rôle à un moment et puis c'est pas terminé, mais on doit aller vers autre chose, vers le moyen et long terme, il faut bâtir sur du solide. Le modèle de production, il est bâti sur la quantité de la main-d'œuvre utilisée dans une économie et le capital utilisé dans l'économie. Ça, ce sont deux facteurs principaux, c'est la quantité, c'est le stock. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une production qui vient d'autres sources. C'est ça ce que la Banque mondiale a développé récemment. Mais malheureusement, la Banque mondiale est venue tardivement pour nous dire ce que nous, on sait en 2009, 2010 et après. Déjà, je rappelle le travail dans lequel j'ai participé avec la Banque africaine de développement et le Millennium Challenge en 2015 sur le diagnostic de croissance qui était très intéressant. Et on a tiré de ce travail d'experts 4 secteurs qui font l'objet d'un financement du Millennium Challenge à compte Maroc. Alors, je reviens pour les éléments de ce modèle de croissance. Il y a le stock du travail, le stock du capital et ce qu'on appelle aussi les productivités totales des facteurs. Alors, je ne reviens pas à la théorie,
Robert Solow, théorie de la croissance exogène, Paul Roumer, qui prix Nobel 2018, Robert Lucas et d'autres. Alors, grosso modo, qu'est-ce qu'ils défendent, toutes ces personnalités? Qu'est-ce qu'elles défendent? Voilà, ils défendent parce que le travail, il est peu éduqué. Il y a un problème de travail, de qualification, parce que le capital est arrivé à une stagnation, il ne peut pas donner plus. Il faudrait aller aux infrastructures, au capital humain, surtout l'éducation et la recherche scientifique, l'innovation. Il faut aller à la gouvernance, les institutions, il faut aller aux ressources naturelles. Au Maroc, c'est les énergies renouvelables. Voilà ce qu'ils disent. Sur ces moteurs-là de croissance, les 5, ils peuvent augmenter la croissance économique à hauteur de 60%. De combien? 60%. De 60%. Alors au Maroc, c'est combien? S'ils sont activés correctement. Si vous permettez, je vous donne les chiffres. Au Maroc, les productivités totales des facteurs, 0,3%. Sauf l'agriculture marocaine qui arrive à donner des PTF qui sont positifs. Le reste des secteurs, c'est négatif. C'est négatif de par l'investissement qui a été alloué et le retour sur investissement. Et ce qui nous permet d'avoir les 3,2 ou les 2,9%, c'est grâce à l'investissement et à l'accumulation de capital. Et non pas au capital humain, et non pas à la gouvernance, et non pas aux ressources naturelles, et non pas. Youssef Nasseri, la question est peut-être un peu philosophique. Alors du coup, qu'est-ce qu'un modèle réussi? Qu'est-ce qu'un modèle de développement réussi? Maintenant qu'on comprend la différence entre modèle de développement et modèle de croissance. Je crois que si on est arrivé à répondre à cette question dans les soi-disant modèles économiques qu'on avait adoptés au départ, on n'aurait pas dû arriver à cette situation-là. Un modèle économique réussi, c'est celui qui s'impacte sur la vie du quotidien du citoyen et pas du vrai citoyen. C'est-à-dire tout à l'heure, je crois qu'on aura à parler des modèles qui ont réussi. Alors, ce n'est plus une production et une croissance, maintenant c'est ce que ressent le citoyen. Si. Les modèles, c'est l'impact, je parle de l'impact, et non pas des moyens. Les moyens, c'est vraiment la productivité, c'est moyen le capital humain. Et là, on revient à la question centrale, qui est ce capital humain. Le problème du Maroc aujourd'hui, je crois, à mon avis, parce que pour la théorie, pour toutes ces théories de développement et de croissance, elle se base sur un facteur clé qui est l'homme. Alors comment baser tout un modèle sur une population dont 50% sont des analphabètes? Ça, primo. C'est pour ça que tout à l'heure... Un peu moins, 32% selon les derniers chiffres. 32. Ces chiffres-là, c'est les chiffres du HCP. C'est une entité qui est complètement indépendante. Après, si vous êtes sceptique, dans une autre pourquoi émission, vous êtes sceptique? Est-ce que vous avez des preuves en chiffres? Ce n'est pas des preuves en chiffres. Malheureusement, je n'ai pas le moyen de faire une étude. Non, parce que c'est bien de regarder en arrière et de regarder aussi les évolutions que l'on a faites. Les évolutions, parce que pour moi, la définition d'analphabétisme, ce n'est pas la définition des années 60 et des années 70. C'est les nouvelles illettrés, Déjà, si on intègre les littrés, à mon avis, parce que de par mon travail, rien que ce matin, on était dans une visite pour l'inclusion économique et sociale. Et donc, quand on voit le nombre de bidonvilles qui entourent rien que Rabat et que les gens n'aillent pas à l'école, on va voir que ce taux de 32%, c'est à mettre en cause. Alors, que dire des régions éloignées qui représentent une superficie plus que... Mais je pense que le HCP a pris en compte ces régions quand même. C'est une institution dont les statistiques sont reconnues au niveau mondial. Même si on reste à 30%, d'analphabétisme, c'est beaucoup. C'est beaucoup au XXe siècle. Et là, on revient à la question centrale. On le dit à chaque discussion, c'est l'éducation. C'est l'éducation et la santé. Aujourd'hui, le pilier de tout modèle, s'il n'intègre pas l'éducation, je crois qu'il ne va pas avoir l'impact souhaité. Alors, vu que c'est une émission économique, je vais revenir au modèle économique. Et oui, l'éducation, il est clair que c'est le socle de tout développement, que ce soit humain, culturel, économique, bref, de tout développement tout court. Je voudrais revenir à ce modèle économique. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit faire un choix entre une économie mixte, n'est-ce pas, où l'État joue son rôle de développement, ou une économie libérale, ou justement qui érige et qui met en valeur les secteurs qui créent de la valeur? D'abord, juste un petit commentaire sur les indicateurs d'un modèle de croissance. C'est très rapidement. Surtout ces analyses sont des analyses statiques. Ils ne prennent pas en compte le facteur temps, comme l'avait développé Raymond Barre d'ailleurs dans sa thèse. Le facteur temps est un facteur déterminant dans la définition des paramètres
pour un modèle de croissance donné. Donc il faut le réviser. Alors maintenant, si on revient à un modèle de croissance, disons un modèle de développement qui doit être inclusif, etc., est-ce qu'on va privilégier l'initiative privée ou l'État? L'État a encore un grand rôle à jouer. Pourquoi? Il a un rôle à jouer dans ses attributs régaliens, que sont, à savoir, aujourd'hui, on a un État qui investit intensément sur les infrastructures, il faut le dire. Il y a de gros montants qui sont investis dans les économies externes, apparaissent d'ailleurs dans les business plans d'un certain nombre de projets qui sont développés. Nous avons un secteur privé, il faut le dire, un secteur privé qui a su se développer, mais le problème du secteur privé aujourd'hui au Maroc, même s'il est défendu au sein de la CGM, etc., c'est un secteur privé qui n'est pas encore dans l'esprit de l'entrepreneuriat au sens schumpeterien, qui prend le risque maximum et qui peut justement se positionner sur un certain nombre d'opportunités qui sont offertes. Prenons les exemples. Nous avons des entrepreneurs très dynamiques dans les technologies de l'information, il faut le dire. Nous avons des champions, et nous avons même des multinationales marocaines, tout ce qui est monétique, tout ce qui est... Il y a de grands champions. Mais on n'a pas la mayonnaise. La mayonnaise n'a pas assez pris au niveau du secteur privé parce qu'aujourd'hui, on a un grand débat sur une question qui s'appelle la fiscalité. Mais c'est ce même secteur privé qui attend que l'État lui donne un coup de main. Donc le coup de main, il n'y a pas... Du coup, l'économie de marché, est-ce qu'on est un pays libéral? Est-ce qu'on est une économie libérale ou pas? Est-ce que c'est le marché qui décide de la politique économique de l'État ou le contraire? Alors, vous êtes en train de poser le problème. Le problème du modèle de développement, c'est d'abord une vision politique, une vision de la société. Que voulons-nous être dans les 20, 30, 40 années à venir? Je pense que le choix a été fait. Nous sommes un pays dont les options libérales sont bien ancrées dans les choix économiques, même dans les choix politiques. Le multipartisme est aussi un pendant de ce libéralisme, mais nous avons également, l'État doit encore jouer son rôle. On ne peut pas être dans un libéralisme débridé où on va laisser faire le marché, parce qu'aujourd'hui, et dans le secteur bancaire, dans le secteur de l'assurance, dans l'agriculture, etc., on n'a pas encore cette logique, cette main invisible d'Adam Smith qui devrait, disons, réguler tout ça et que le secteur privé soit porté par ces anticipations rationnelles pour pouvoir effectivement créer de la valeur à partir de son ressenti par rapport au marché. Parce qu'il reçoit des signaux. C'est cela. Le secteur privé reçoit des signaux de la réglementation. Mais nous avons des problématiques beaucoup plus profondes. Cette question de la fiscalité, je pense qu'on doit être plus citoyen qu'on l'est parce que l'équité sociale sur la fiscalité est importante. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir. Alors justement, l'équité fiscale, c'est très très important de soulever ce point. Et d'ailleurs, les assises de la fiscalité arrivent à grands pas et c'est sûr que ça fera certainement partie des discussions et sûrement une discussion qui sera traitée sur ce même plateau, Inch'Allah. Je voudrais juste peut-être faire réagir Mohamed Chakir en tant qu'économiste, en tant que Karim. J'ai vraiment un problème avec les noms aujourd'hui, je m'excuse messieurs. Mohamed Karim. Alors, parce que c'est un sujet qui me passionne beaucoup, on le voit aujourd'hui, ces économies libérales qui ont réussi dans le monde. On prend l'économie turque, par exemple, on prend l'économie de la Malaisie, la Corée du Sud ou encore du Brésil. Est-ce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des exemples qui devraient peut-être encourager à plus de libéralisme, à donner un peu plus sa parole à ce secteur privé pour orienter les stratégie publique. Effectivement, ce sont des expériences qui peuvent nous inspirer. Alors, je reviens au rôle de l'État. Est-ce que c'est le marché totalement ou c'est l'État totalement qui intervient? Là, nos problèmes aujourd'hui, si on fait un petit diagnostic rapide de la situation du Maroc, on a un taux d'investissement, par exemple, 32% en 2018 et un taux de chômage de 9,8%. Alors que si je prends la Malaisie, et je prends la Corée du Sud ils font 20,7% comme taux d'investissement, 24,6%, et ils font un taux de croissance beaucoup plus élevé que celui du Maroc et un taux de chômage moins que celui du Maroc. C'est-à-dire qu'au Maroc, on fournit beaucoup d'efforts pour moins de résultats. Pourquoi? Effectivement, parce que ce problème-là, le problème vient du fait que les investissements qui sont là, des ressources qui sont là, ils s'orientent vers des secteurs qui ne sont pas productifs.
Et là, le rôle de l'État, il doit venir. Il faut faire très attention. On le laisse peut-être finir sa pensée, Sidri. Merci beaucoup. C'est ce qu'on appelle le syndrome hollandais, c'est l'orientation des investissements vers les bâtiments et travaux publics et vers des secteurs, des services. Et on a une valeur ajoutée de ces services-là, BTP, qui arrive à 75% du total. Or, la norme internationale, 55%, ça c'est le chiffre de la Banque mondiale. Et on a l'agriculture qui devait être à 22% et les chez nous à 14%. Donc, un développement déséquilibré de secteur. Et il vient d'où? Il vient du marché, parce que l'entrepreneur qui vient et il veut la rentabilité rapide et s'oriente là où il a son gain rapidement. L'État, ici, il doit réguler, il doit intervenir pour orienter. Donc, finalement, le modèle auquel on doit s'attendre, c'est une complémentarité entre le marché et l'État. Donc, une économie mixte. Une petite réaction avant la pause, Sidri, en quelques secondes. Très rapidement, on est en train de parler... mon ami vient de poser un problème. C'est celui du coefficient du capital par rapport aux investissements publics. Pendant longtemps, la Banque mondiale nous a reproché de faire des investissements sur les infrastructures, considérant que le coefficient de capital est élevé. Pourquoi? Parce qu'on met beaucoup d'argent où il n'y a pas de rentabilité financière derrière. Non, moi je trouve que les barrages, par exemple, nous ont permis d'avoir aujourd'hui plus d'1 million d'hectares irrigués. On a aujourd'hui, même avec les 13 ou 14% du PIB agricole dans le PIB national, nous sommes, c'est-à-dire on peut infléchir, donner un point d'inflexion à chaque fois qu'on a une bonne pluviométrie ou de l'irrigation, avoir une agriculture moderne qui aujourd'hui, même avec le Maroc vert, on est dans une situation de surproduction parce que là c'est un autre problème. Mais il ne faut pas dire qu'on fait trop d'investissements dans les infrastructures parce que c'est l'essentiel, c'est la base. Et c'est comme ça que les pays dont on a parlé ont pu se développer grâce à cela. Est-ce que le rôle de l'État, finalement, est d'être un acteur économique et d'attendre un retour sur investissement ou de préparer le terrain pour les entrepreneurs? Nous reprenons le débat juste après cette courte pause. À tout de suite. La réflexion autour du modèle de développement se poursuit donc. Alors, juste avant la pause, nous parlions de ces exemples. En tout cas, on allait parler des exemples qui ont réussi en termes de développement économique. Alors, on a cité quelques pays de l'Asie. Alors, Youssef Nasseri, vous connaissez bien le marché turc. En termes de libéralisme, où se place la Turquie? Qu'est-ce qui fait que la Turquie a réussi son modèle de développement économique? Je crois que le modèle turc, il a réussi parce qu'il a pris le modèle libéral et libéralisme et il l'a adapté à la réalité du marché turc. Donc, c'est-à-dire que au départ, fin des années 80, début des années 80, surtout fin des années 80, début des 90, le modèle turc, il s'est basé sur les ressources humaines, sur le capital humain. Et donc, le premier investissement qui a été fait par l'État, les gros investissements dont on parlait, dont la productivité n'est pas directe, mais elle est indirecte, oui, comme celle de l'infrastructure, c'était l'éducation et c'était la formation. Et donc, ils ne se sont pas tardés comme nous, par exemple, dans l'éducation, à parler est-ce qu'on fait la langue française ou la langue anglaise, est-ce qu'on commence dès le primaire ou le secondaire. Parce qu'ils ont étudié turc, le modèle indien aussi. Il ne s'est pas tardé est-ce qu'on parle turc ou anglais, malgré que les multinationales qui se sont installées sont des multinationales qui parlent principalement l'anglais. Donc, le premier investissement qui a été fait, c'était dans l'éducation, l'enseignement supérieur et surtout la recherche. Donc, si vous vous rappelez, dans les années 90, la première action qui était faite, c'est de multiplier par 3 les salaires de petits instituteurs jusqu'aux grands chercheurs. C'était la première action faite. En parallèle, il y avait la construction d'écoles. Il y avait la construction d'universités. Aujourd'hui, je crois... Public, bien sûr, je parle public. Parce que même dans les modèles les plus libéraux, l'éducation et l'enseignement, elle est toujours publique. À défaut de ce qu'on nous laisse... L'enseignement, pas toujours. Ce qu'on laisse croire. Ça, d'une part. Donc, c'était la première action. La deuxième action, c'était le transfert de technologie et du savoir. Et ça a été le cas du modèle indien. C'est-à-dire que la Turquie, ils avaient une caractéristique comme la nôtre. C'est l'abondance de la main-d'œuvre et surtout la non-cherté de la main-d'œuvre. Le SMIC, dans le temps, était presque beaucoup plus inférieur que le nôtre. Et donc, ils ont exploité ça, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai transfert de savoir. C'est-à-dire que dans les contrats, et ça, c'est des négociations.
Dans les contrats, c'est-à-dire que parmi les contrats qui se fait, c'est le transfert du savoir et pas seulement d'être un exécutant et d'avoir de la main-d'œuvre relativement moyennement qualifiée et de la main-d'œuvre qui travaille avec la main-d'œuvre. Le troisième point, c'était de bénéficier de ce qui se passe ailleurs. Ils ont envoyé des délégations d'étudiants, de chercheurs et ils se sont bien assis sur les chercheurs turcs qui étaient dans les universités allemandes. Ils ont envoyé des étudiants en Allemagne principalement. Et donc, ils ont capitalisé sur le modèle. Ils ont bénéficié du modèle allemand, ils ont capitalisé du modèle allemand. Et l'enseignement en Turquie, il se fait en langue turque, malgré que la langue turque, elle n'est parlée qu'en Turquie. Donc, mais en parallèle, on enseigne la deuxième langue qui est l'anglais. Et pas l'allemand, pas autre chose, c'était l'anglais. Aujourd'hui, l'anglais, c'est la langue internationale, c'est la langue de la science, c'est la langue de la recherche. Alors peut-être que les matières scientifiques, je ne sais pas, peut-être je vous pose la question. C'est en Turquie. C'est en Turquie. Donc, parce que étudier en Turquie quelque chose de technique, traduire le mot pour que la suite ce soit en allemand, en turc, en anglais, ça change rien. Mais on développe une manière de réfléchir, une manière de faire, une manière d'apprendre. Parce que je crois la différence entre nos écoles aujourd'hui et ce qui se fait ailleurs, c'est que nos écoles, elles apprennent quelqu'un à exécuter. Alors que les autres, elles apprennent les gens à apprendre plus. Donc ce n'est même plus une question de langue, mais c'est une question de modèle même d'éducation et d'enseignement. Et le cas, il est valable aussi pour la Corée du Sud, il est valable pour l'Inde, il est valable pour tous les pays. Pour Singapour. Même les pays scandinaves aujourd'hui, ils ne parlent que leur langue locale. Et on peut Japonais. Les Japonais aussi. Donc, tant qu'on s'attarde sur un détail, on ne va pas réussir. Et tout à l'heure, quoi qu'on fasse... Alors, justement, cette question de langue n'est-elle pas un détail? C'est pas il faut étudier... Est-ce que vous parlez de s'attarder sur des détails? Et là, il y a d'ailleurs, c'est d'actualité, il y a un grand débat. Est-ce qu'il faut garder la langue arabe? Non, ne pas garder la langue arabe dans l'école marocaine. Le problème n'est pas dans la langue arabe. Et finalement, l'école marocaine, ça reste la même chose et il n'y a pas de résultat. Je vous invite à aller en Liban. Au Liban, ils sont s'il n'y avait pas les problèmes politiques et le problème de guerre et de fractions qui se combattent entre eux, le Liban, il allait être trop loin. Et l'enseignement, même supérieur en Liban, même l'enseignement supérieur à la recherche, il est fait en arabe. Mais ils sont parfaitement bilingues, ou même trilingues. Ils sont trilingues. Peut-être que la guerre a aidé aussi les Libanais. Hein. C'est pas que négatif. Bon, ce n'est pas notre débat. Alors, très bien, vous avez en tout cas démontré cet exemple turc. Pourquoi il a réussi? C'est principalement grâce à l'éducation. L'éducation, le transfert de savoir et la capitalisation sur les instruments qui se sont installés en Turquie. Mohamed Karim, on parle de l'Asie maintenant. L'Asie, effectivement, c'est un cas d'école. Si je prends par exemple la Corée du Sud, je compare le revenu par tête d'un Marocain en 1955 à l'aube de l'indépendance, c'était 127%. Le revenu par tête d'un Marocain en 1955 dépasse celui du revenu similaire du revenu par tête de la Corée du Sud, c'est-à-dire 0,27 points de plus. On arrive à l'ère de l'ajustement structurel en 1984. On a un revenu par tête de 43% du Maroc par rapport à un Coréen. Donc, c'est-à-dire que la Corée du Sud, elle a progressé énormément par rapport. Et puis on arrive en 1989, le revenu par tête d'un Marocain, c'est 32% encore. Alors, je vais comparer suivant quatre blocs de comparaison. Je prendrai, ça c'est universel. Peut-être pas comparer, mais c'est juste dire quels sont les ingrédients qui ont fait que la Corée a percé. L'épargne en Corée du Sud est largement suffisante par rapport au Maroc. Nous, on a une épargne des ménages. Voilà, c'est cela. Épargne des ménages qui est faible, épargne de l'État qui est faible. Et on a le chiffre d'HCP, 6% des ménages marocains arrivent à épargner. Donc s'il n'y a pas d'épargne, on ne peut pas faire de l'investissement, on ne peut pas faire de l'accumulation de capital, on ne peut pas produire. Donc le problème, c'est que si l'épargne est insuffisante par rapport à l'investissement, il faut aller emprunter de l'extérieur. Et les comptes extérieurs sont déséquilibrés. Un. Deuxième, et pire encore, c'est que l'investissement doit aller vers des secteurs productifs, inclusifs, créateurs d'emplois, etc. Deuxième, c'est l'éducation. Voilà. Éducation, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ce n'est pas uniquement lire, écrire, compter. C'est aussi rédiger des codes, l'algorithme, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle.
Donc, sur l'éducation, c'est ça, c'est pour avoir une force de travail éduquée. C'est parce qu'elle est adapté finalement, adaptée la formation avec des compétences aux spéciales, demandes du marché. et pour qu'il puisse produire. C'est ça l'objet finalement. cela. Et l'éducation, elle est généralisée et elle est gratuite. Très bien. Aujourd'hui, on a un débat qui est faussé sur la langue d'éducation. C'est ça. Le tamazight et l'arabe, c'est une langue de culture, pour moi, c'est mon avis. Le français et l'anglais et l'espagnol, ce sont des langues de la science. Je ne partage pas. Eu égard à la mondialisation. Eu égard à la mondialisation. Messieurs, ce n'est pas notre débat, s'il En vous tout plaît, cas, parce qu'il reste beaucoup de points. Alors, s'il vous troisième plaît. chose, c'est Merci. l'industrialisation du pays. Il n'y a pas un pays qui s'est développé sans qu'ils soient industrialisés. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas industrialisés au Maroc. Légèrement, pour quelques secteurs, mais on a du chemin chemin à faire. du chemin à Très faire. bien. Par contre, le rôle de l'État ici, c'est une politique industrielle dirigée par l'État. En Asie, il est dirigé par l'État. Au Maroc, cela. il doit être dirigé. Hong Kong, d'ailleurs, Et en est un quatrième exemple. chose qu'on n'a pas citée jusqu'à maintenant, c'est la confiance, c'est le capital social dans une société. Je vous fais appel à l'ouvrage de Fukuyama, 1992, celui de la fin de l'histoire, le dernier tome, qui a dit que le monde il est partagé en deux clans, en deux camps. Basse confiance, haute confiance. Si on est en haute confiance, la prospérité est là. Si on a basse confiance, la prospérité n'est plus là. Donc la confiance viendrait après. C'est ça ce qui fait tous les pays de l'Asie. Si je prends Amartya Sen, prix Nobel, aussi Fukuyama et d'autres, ils ont mis de la confiance et de la cohésion sociale, un cadre qui permet aux économies de prospérer. Alors, c'est intéressant que vous souleviez cette question de cohésion sociale. Sidris, on aimerait aussi parler des Amériques et notamment de l'exemple brésilien Oui. avec vous. Donc là, on a parlé de la Turquie, Qui prend la tangente maintenant. Qui font la tangente maintenant, exactement. Absolument. Alors justement, le Brésil, après 2 mandats socialistes, a viré à un virage à 180 degrés à l'extrême droite. Est-ce qu'aujourd'hui, d'abord, le Brésil est-il toujours un pays émergent, sachant qu'en 2015, il a enregistré une croissance de 3,5% du jamais vu en 25 ans? On peut dire que le Brésil fut un pays émergent dans les années 2000, dans les débuts des années 2000. Même avant. Alors aujourd'hui, est-ce que ce virage-là, justement pour une économie beaucoup moins socialiste, est-ce que finalement ce n'est pas la clé pour redonner au Brésil justement cette croissance qu'il a connue dans le début des années 2000? D'abord, disons, la montée au pouvoir de l'extrême droite brésilienne est un phénomène sociologique propre au Brésil. Et il y a un certain nombre de contradictions. D'ailleurs, le problème est l'usure du pouvoir. Les socialistes ont essayé de faire des choses, de faire des équilibres sociaux entre les entreprises. Il y a eu beaucoup de mal-gouvernance qui a conduit au résultat que l'on connaît. Aujourd'hui, c'est dans l'air du temps que Jair, ou comment s'appelle, Bolsonaro, qui vient au pouvoir, et qui en fait c'est le modèle Trump, disons, on est en train de revenir sur un modèle identitaire qui essaie d'abord de créer ce climat de confiance qui va permettre. Les entreprises brésiliennes sont très fortes. Ils sont dans l'aéronautique, ils sont dans les technologies, ils sont dans beaucoup de secteurs, ils sont à la pointe. Ils n'ont rien à envier parce qu'il y a un long apprentissage de l'industrialisation du Brésil depuis la phase de la substitution à l'importation jusqu'aux investissements lourds au niveau de la métallurgie, au niveau de beaucoup de secteurs où ils se sont constitués de vraies structures industrielles. C'est vrai que les conjonctures qu'ils ont passées, avec la mauvaise gouvernance qu'ils ont eue, a conduit à ce qu'on sait. Aujourd'hui, pourtant, ils ont investi plus, justement, puisqu'on parle Absolument. d'investissement public. Oui, oui. On a investi plus, on a relevé le seuil des salaires minimum, et du coup, on a dû emprunter plus. Est-ce que finalement, pour rétablir cette justice sociale... La dette du Brésil est incomparable, on ne peut pas la comparer. Je ne compare... Encore une fois, parce que c'est très difficile quand on parle d'exemples de réussite, on a tendance à comparer. Ici, nous ne comparons pas. On essaie de regarder ce qui se passe ailleurs. Nous ne benchmarkons pas. On regarde ce qui se passe ailleurs, mais est-ce que finalement, en empruntant plus et en mettant encore plus d'argent public pour des stratégies socialistes pour le coup, est-ce que finalement c'est le bon choix aujourd'hui? Vous savez, quand on emprunte de l'argent, je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de la manière dont on va l'utiliser. Si on l'utilise pour soutenir la consommation intérieure, ça c'est une chose. Voilà. Quand on l'utilise pour le fructifier, et au lieu d'1$ emprunté, on a 15, c'est le cas de la Corée du Sud, qui a bénéficié du plan Marshall. Pour le Brésil, la même chose. Le Brésil est rentré dans un cercle vicieux d'endettement qu'il a emmené pendant des années.
Ils ont eu des taux d'inflation extrêmement violents sur l'économie brésilienne qui ont failli détruire le pays. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un retour à un certain nombre de fondamentaux pour eux, où on va soutenir, bien entendu, l'investissement privé. L'État va intervenir, c'est du moins ce qui est annoncé. On ne peut pas juger, devant ça, on ne peut pas juger. Mais ça reste quand même une économie qui a des fondamentaux assez solides, pas comme les nôtres malheureusement. Si on revient à l'exemple turc, vous avez posé la question tout à l'heure, que doit faire l'État? La question sur du rôle de l'État, pour nous, pour le Maroc, est importante. L'État turc intervient à tout moment, même en détournant certaines règles du commerce international et des engagements au niveau de l'OMC. Oui, et d'ailleurs, que ce soit sur la sidérurgie, que ce soit sur la manufacture textile, etc., ils font un travail de fond pour soutenir l'investissement national, pour le soutenir à l'exportation. Et ça, je pense que le Maroc devrait faire la même chose. Parce que nous, on a l'impression que les choix doivent être univoques, qu'on doit faire quelque chose. On fait, par exemple... Je pense que on exécute. Mais l'une des mesures. Bon élève. Voilà. Du point de vue la Banque mondiale, du point de vue quelques règles, mais c'est pas possible. On a fait une initiative assez intéressante, à mon avis, c'est la flexibilité du dirham. Elle a été gérée, d'ailleurs, nous sommes suivis par l'Égypte, par d'autres pays, parce que l'Égypte, quand on leur a demandé de faire de la flexibilité, ils l'ont fait total depuis le départ. Après, je ne sais pas si c'est un échec. Est-ce que c'est une question de négociation, finalement? Non, le Maroc... On lui a imposé, le FMI lui a imposé, et du coup, libérer totalement la monnaie quand vous avez le couteau sur la gorge, quand on vous dit... Vous avez un déficit de balance des paiements. La métaphore. Non, mais c'est-à-dire la métaphore. Mais quelque part, c'est la réalité. C'est la réalité. Quand vous avez un déficit de la balance des paiements que vous avez tout explosé, et vous demandez à la Banque mondiale ou au FMI de vous donner les DTS pour pouvoir financer votre déficit, écoutez, vous ne prenez pas ça si vous ne faites pas ça. C'est cela. Alors, le Maroc, je pense qu'il a pu négocier parce qu'effectivement, il y avait une période de résilience, ils l'ont négocié. Aujourd'hui, on est en train de conduire cette politique bien. Alors, sur d'autres chapitres, il nous faut revenir un peu à l'ouvrage et retravailler nos fondamentaux. Et si vous permettez, juste de cet exemple-là de l'Afrique, il nous reste le chapitre de justice sociale. Brièvement sur cette question, quand j'ai parlé turc, à chaque fois, elle adapte les choses à leur réalité. Et d'ailleurs, ce qui a été fait, M. Jouahri, pour la flexibilité du dirham, c'était une adaptation à la réalité économique du Maroc, et c'est pour ça que ça réussit. Et cette adaptation doit être extrapolée à tous les secteurs, et surtout penser à fructifier les investissements et non pas rendre les investissements comme un pompier social. Très bien, vous m'avez donné ma transition de pompier social, justement. Alors, justice sociale, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça fait partie des priorités, des grandes lignes tracées par le souverain dans différents secteurs, je le disais dans mon édito. Et alors, peut-être que, encore une fois, on revient vers les fondamentaux. Qu'est-ce qu'une justice sociale, messieurs? Alors, effectivement, après que nous avons débattu des gâteaux qui doivent être créés, parce que le gâteau doit d'abord être créé par des montants que nous avons cités, il faudrait le répartir de façon plus ou moins équitable avec un minimum d'inégalité. Aujourd'hui, au Maroc, le taux de pauvreté a baissé dans l'absolu, d'après les chiffres officiels. C'est les Othmanis, ils sont félicités cette semaine à la Chambre. Mais la pauvreté relative, elle est encore persistante. Et la vulnérabilité, 12,8%, on peut se féliciter sur ce plan-là. Effectivement, lorsqu'on parle d'inégalité, réduction d'inégalité, on parle d'élargissement de la classe moyenne. Parce que si on lutte contre la pauvreté et que les vulnérables ne sont plus vulnérables et les pauvres deviennent vulnérables et après donc c'est qu'on élargit la classe moyenne. Donc la classe moyenne et la question de la répartition des fruits de la croissance sont étroitement liées. C'est bien que vous disiez répartition des fruits de la croissance et non des richesses. Et non des richesses, oui, bien sûr. Parce que c'est important. Oui, c'est important. Et il faut peut-être qu'on explique aussi aux gens qu'est-ce que c'est qu'une justice sociale. Ça vous fait rire, Cédric? Non, c'est... Oui, je vous laisse finir votre réflexion. Encore une fois, on a un exemple dans lequel l'État doit intervenir parce que, d'après les économies des répercussions, lorsqu'on a une vague qui va lever les bateaux, on disait auparavant que tout le monde va en profiter, même les petits bateaux. Mais malheureusement, avec le temps, on a vu que les petits bateaux peuvent être écrasés contre des rochers. Donc l'État doit intervenir pour que les petits... Oui, ça dépend des marées, ça ne dépend pas exactement. du bateau. Non, mais c'est vrai, parce que des fois... c'est l'image, c'est juste une caricature.
pour justifier le rôle de l'État en la matière, c'est à rajouter dans ce modèle de croissance, dans ce modèle économique, des mesures en faveur des pauvres. Très bien. Alors, oui. Juste un point. Oui, juste au début, on avait dit qu'il y a le taux de croissance et il y a le développement. Et quand on a parlé de développement, on a dit que s'il n'y a pas un impact, s'il n'y a pas un retour sur la vie du quotidien du citoyen, alors à ce moment-là, c'est ça. On n'aura pas une justice sociale. Parce que qui va profiter? C'est ces gros bateaux, effectivement. Et je crois que c'est le cas particulier du Maroc. Aujourd'hui, par exemple, un Turc, rien que la perception d'un Turc, un citoyen turc, en Europe, il y a une dizaine d'années, et aujourd'hui, a changé. Aujourd'hui, on regarde un Turc que c'est un pays qui fait partie du G20. On regarde un Turc aujourd'hui, c'est quelqu'un de producteur, c'est quelqu'un qui exporte, c'est quelqu'un qui innove, etc., etc. Qui nous habille aujourd'hui. Qui nous habille, rien que Tout à l'heure, on parlait d'industrialisation. Est-ce qu'on sait que rien que ces 4 dernières années, on a perdu les 4 plus grandes entreprises dans la métallurgie, dans la charpente métallique au Maroc, qui étaient fleurants de l'industrie en Afrique. Oui. C'est des entreprises qui ont construit des usines en Afrique en entière dans les années 90 et le début des années 2000. Aujourd'hui, ils sont en faillite. Et ça, c'est malheureux, sans parler bien sûr de l'Essamil, qui est un cas aussi malheureux et désastreux. Bon, on s'éloigne de ma question. Hein. La vraie justice sociale, est-ce qu'on peut la garantir aujourd'hui? Est-ce que c'est à l'État de garantir la justice sociale? Très certainement. Comment? Vous savez, qu'est-ce que c'est que la justice sociale? Merci, voilà. C'est un code de valeurs que porte l'État dans sa manière de gérer la société. Et ce code doit se décliner sur les différentes politiques publiques. Santé, éducation, sécurité, investissement dans les infrastructures, etc. Alors, quand on parle de justice sociale, c'est à chacun selon sa contribution, bien entendu, et surtout à ses besoins. Parce qu'on ne peut pas faire en sorte d'avoir un modèle de développement où la première classe va profiter de toutes les richesses, de tous les fruits de la croissance, et qu'on laisse à la traîne, non pas, c'est-à-dire qu'on est arrivé, mais c'est malheureux, à faire une polarisation de la société. Vous avez une petite quantité de personnes qui bénéficient de 90% des richesses de ce pays. Mais ça, c'est propre au monde entier, c'est globalisé. Non, mais faisons-le. Mais vous avez cité des modèles. Vous avez cité des modèles. Oui. Vous avez cité l'Asie du Sud-Est. Oui. Vous avez cité les pays scandinaves, etc. Dans ces pays, d'abord, tout le monde paie son impôt. Tout le monde. Ça, c'est une question centrale. Alors, tout le monde paie son impôt. Combien de personnes? C'est vital. Quel est le pourcentage au Maroc? Qui paye ses impôts au Maroc, finalement? Très peu. Très peu. Voilà. Y compris déjà, les grandes entreprises. Avant de demander une justice sociale, il faudrait aussi, vous le disiez tout à l'heure, une justice fiscale. Voilà. Tout le monde paie son impôt. Voilà. Et c'est un crime grave dans les pays développés que de ne pas payer son impôt. Et le problème ici chez nous, c'est qu'on a des passe-droits. On a une culture de passe-droit très facile où on ne paye pas ses contraventions. Mais quel que soit, du coup, là où on se positionne dans la société. Je ne veux pas parler de catégories sociales. Voilà. Aujourd'hui, c'est les grandes catégories sociales, ceux qui disposent de revenus suffisants, qui ne payent pas leur impôt. C'est ça le problème. Et que malheureusement, on a eu une polémique sur la place publique qui n'a rien à voir avec ceux qui sont sortis dans la rue. Et d'ailleurs, l'un des ministres a dit que c'était de la manipulation. Et effectivement, c'est de la manipulation. Il faut absolument qu'on revienne au sens de la citoyenneté, payer les impôts à temps, parce que l'État ne peut pas fonctionner sans ça. Deuxièmement, cette justice sociale doit s'exprimer dans l'école publique. Exact. Il faut réhabiliter l'école publique. Et ça, c'est le sens de la vision stratégique qui a été développée par le Conseil supérieur d'éducation, qui a été validée par le roi Mohamed VI, et qu'aujourd'hui, on est en train de tergiverser au sein du gouvernement, des composantes du gouvernement, sur la loi cadre. Et malheureusement, ce sont des querelles intestines entre les partis politiques. Est-ce que finalement, il nous reste 3 minutes, donc 1 minute pour chacun, messieurs, est-ce que finalement, ce débat de développement, on pourrait avoir un consensus? Cette question est centrale. Est-ce qu'on pourrait avoir un consensus, quelle que soit l'appartenance politique, et peut-être avoir une vision, en tout cas qui serve le pays, qui serve le citoyen, et donc le développement économique de toute une nation,
et la durabilité de cette croissance ou de servir des intérêts politiques. Et c'est pour terminer, Youssef Nasseri, et puis vous avez 1 minute chacun. Donc je crois que le mot-clé dans ce que vous avez dit, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est le mot vision. Si on avait une vision, on va la décliner en objectif et on va la décliner en plan d'action. Et on va être dans la continuité. Aujourd'hui, notre problème, on n'est pas dans la continuité. On fait des programmes, on les arrête et on commence d'autres programmes, malgré qu'il y ait beaucoup de problèmes. On fait pas, notre problème aussi, on ne fait pas d'évaluation. Pourquoi ça n'a pas réussi ? On arrête un programme sans l'évaluer pour capitaliser sur ce qui était bien ou bien sur ce qui n'a pas marché. Et tout modèle économique, s'il n'assure pas les 3 piliers d'une nation, l'éducation, la santé et la justice, on n'aura pas cette justice sociale dont vous avez parlé tout à l'heure. En tout cas, l'essence même d'un État, c'est d'assurer la loi et la justice pour permettre à tous d'ailleurs, d'accéder tout à l'heure, vous avez dit que même dans les pays, même dans le monde, il y a presque 20% qui profitent de 80% des richesses du pays. Beaucoup moins. Mais l'ensemble et la santé garantie et l'éducation garantie, et il est dans un pays juste où le système judiciaire est fiable. Alors, système judiciaire fiable et aussi tout le monde paye ses impôts, encore une fois. C'est le cercle vicieux malheureux dont voilà, nous justement, vivons. donc tout le monde profite du système, mais aussi a des redevances vis-à-vis du système. Mohamed Karim, Alors, 30 secondes. Je l'ai dit au début, prise de conscience généralisée. 2019, pour moi, vraiment, c'est un démarrage pour le Maroc. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y avait la justice qui n'est plus lente, il y avait la fiscalité, les gens qui ne payent pas sont revenus pour payer. Cette sensibilité à l'iniquité, aussi avec la volonté de Sa Majesté le Roi, dans un cadre de régime monarchique, on peut développer notre pays. Certainement. Et de démocratie peut-être participative, où les élus des régions peuvent avoir leur mot à dire. Et un dernier mot pour DC, ça oui. Notre malheur dans ce pays, c'est que nous conditionnons tout ce que nous faisons par des intérêts de chapelle, disons de partis politiques, d'intérêts catégoriels. Si les acteurs politiques, aujourd'hui, c'est un moment historique, il faut qu'ils se disent, on oublie 2021, on oublie les élections, quel que soit celui qui va diriger, on sera derrière lui. S'ils disent ça, on va résoudre le problème de la langue d'apprentissage au niveau de l'éducation, on va résoudre les choix économiques à faire. Il faut aussi que l'on soit plus citoyen qu'hier, et aujourd'hui on en a besoin. C'est un défi d'existence qui se pose au Maroc, ou bien on réussit la transformation de notre modèle de croissance et de développement, ou bien on va rester à la traîne par rapport à d'autres pays qui ont su comment se transformer et aller de l'avant et embrasser les perspectives d'avenir. En tout cas, beaucoup de réflexions ont été menées dans ce sens, espérons en tout cas. On attend, n'est-ce pas, ce rapport de la commission ad hoc qui devra donner ses conclusions. Merci beaucoup Driss Essaoui, Youssef Nasseri, Mohamed Karim, d'avoir apporté ces éclairages, mais aussi pousser la réflexion dans ce vaste modèle de développement économique. Merci messieurs. Merci à vous. Je remercie nos téléspectateurs pour leur fidélité et leur donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Éco Débat. D'ici là, très très bonne semaine à tous.